Robert Martin regardait par la baie vitrée de son cabinet médical, pendant que le docteur Auguste Lefebvre examinait ses analyses pour la 3e fois. La vue sur le 8e arrondissement, avec ses immeubles de verre reflétant le soleil de l'après-midi parisien, ne lui avait jamais paru aussi lointaine. 3 ans. 3 ans à lutter contre un ennemi invisible qui dévorait son corps de l'intérieur, 31 kilos en moins dans le miroir, des millions d'euros investis dans des cliniques aux États-Unis, en Suisse, au Japon. Rien n'avait fonctionné. Le médecin retira finalement ses lunettes et soupira. Robert connaissait ce son, c'était le prélude de la reddition. Quelques mois, peut-être 6 si vous avez de la chance. Le traitement ne répond plus, Robert. Votre corps a simplement cessé de réagir. Il n'y a plus rien que nous puissions faire avec la médecine conventionnelle. La chirurgie est exclue vu l'avancement de la maladie. Je vous suggère de chercher un soutien psychologique, peut-être d'envisager des soins palliatifs pour garantir votre confort et votre dignité dans le temps qu'il vous reste. Les mots résonnèrent dans le silence stérile de la pièce. Robert hocha la tête machinalement, comme s'il écoutait un rapport, financier défavorable, et non une sentence sur sa propre existence. Il refusa toutes les suggestions de suivi émotionnel d'un geste de la main. Il n'avait pas besoin de thérapeute pour disséquer son âme. Il avait toujours résolu ses problèmes seul. Il congédia son chauffeur à la sortie de l'hôpital. Alain protesta, inquiet pour son patron visiblement ébranlé. Mais Robert fut ferme. Il voulait marcher. Il voulait sentir la ville qu'il avait construite, littéralement. Ses projets ponctuaient la silhouette de Paris comme des monuments à son ambition. 23 immeubles de bureaux, 17 résidences de haut standing, 3 centres commerciaux. Chaque brique était une preuve de sa réussite. Chaque contrat une victoire sur la pauvreté qu'il avait connue dans son enfance. Mais pourquoi? Pour qui? Robert longea l'avenue des Champs-Élysées, puis tourna en direction du centre historique. Ses pas n'avaient pas de destination. L'après-midi s'évanouissait dans des tons orangés, tandis qu'il errait dans des rues de moins en moins familières. Le contraste était brutal. Des jardins verticaux et des façades vitrées du 8e arrondissement, il était descendu vers la décrépitude urbaine du quartier de la République. Des immeubles historiques à la peinture écaillée, des trottoirs défoncés, des gens pressés, évitant les regards. C'était comme observer 2 villes superposées, l'une cachant l'autre, comme lui. Une façade de pouvoir dissimulant un vide absolu. 53 ans. Aucun parent en vie depuis le décès de sa mère 10 ans plus tôt. 3 mariages ratés, tous terminés lorsque ses épouses avaient compris qu'elle ne rivaliserait jamais avec sa dévotion au travail. Pas d'enfants. Il n'avait jamais eu le temps de fonder une famille, trop occupé à construire du béton. Des amis? Il connaissait des centaines de personnes, mais aucune qui l'appellerait s'il disparaissait demain. La pensée le frappa avec une force renouvelée. Il pourrait simplement cesser d'exister, et le monde continuerait de tourner. Ses entreprises changeraient de propriétaire, d'autres habiteraient dans ses immeubles, et en une génération, personne ne se souviendrait de Robert Martin. C'est alors qu'il entendit les cris. À l'entrée d'un grand magasin, 2 vigiles en uniforme traînaient une enfant dehors. Une fillette minuscule, elle ne devait pas avoir plus de 8 ans. Ses pieds nus raclèrent le sol, tandis qu'elle se débattait, serrant contre sa poitrine un paquet de biscuits écrasés. « Dégage d'ici, petite peste. Je ne veux plus te revoir par ici, t'as compris? La prochaine. Fois, j'appelle la police. » Le vigile le plus grand leva le bras. Robert ne réfléchit pas. Son corps, faible et malade, bougea avec une vitesse qu'il n'avait plus eue depuis des mois. « Lâchez-la. Tout de suite. » Sa voix trancha l'air comme une lame. Les 2 hommes se retournèrent, surpris. Robert se plaça entre eux et la fillette qui était tombée à genoux sur le sol. « Vous êtes qui, vous? Ça ne vous regarde pas, monsieur. » La gamine était en train de voler. Robert regarda derrière lui. La fillette tenait les biscuits comme s'il était un trésor. Ses vêtements étaient en lambeaux, ses cheveux emmêlés couvraient une partie de son visage maigre, mais ce furent ses yeux qui le capturèrent. Marron, grand, effrayé, mais pas de lui. Il y avait autre chose dans ce regard. De la reconnaissance, de la curiosité. « Combien coûtent les biscuits ?» demanda Robert en sortant son portefeuille. « Quoi ?» Le vigile hésita, déconcerté. « Combien ?» répéta Robert plus fermement. « 5 euros, mais ce n'est pas une question d'argent. Elle ne peut pas continuer à entrer ici à faire peur, aux clients à mettre le bazar.
Robert tendit un billet de 50 €. Ceci couvre les biscuits et tout désagrément. La fillette ne reviendra pas. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Les vigiles échangèrent des regards confus. L'autorité de Robert était palpable, même affaiblie. Ils reculèrent en grommelant et rentrèrent dans le magasin. Robert se tourna vers la fillette, qu'il observait avec cette même expression indéchiffrable. « Comment tu t'appelles » La fillette ne répondit pas immédiatement. Elle examina Robert de la tête aux pieds, comme si elle évaluait ses intentions. Finalement, d'une voix rauque, de quelqu'un qui parle peu, elle dit « Laura. Laura, c'est un joli nom. Tu as faim ?» Elle hocha lentement la tête, serrant les biscuits contre elle. « Viens avec moi. Je vais t'offrir à manger quelque chose de consistant. » Laura ne bougea pas. Ses petites mains tremblaient. « Pourquoi ?» La question le prit au dépourvu. Pourquoi, en effet? Pourquoi un homme qui venait de recevoir une sentence de mort se souciait-il d'une enfant inconnue dans la rue? Pourquoi ressentait-il une connexion inexplicable avec ses yeux fatigués? « Parce que je suis seul, moi aussi », entendit-il sa propre voix répondre, se surprenant lui-même. Quelque chose changea sur le visage de Laura. La méfiance se dissipa un peu. Elle se leva lentement, tenant toujours les biscuits, et fit un geste presque imperceptible de la tête. Robert la guida jusqu'à un petit bistrot voisin. Ce n'était pas un endroit sophistiqué, juste un établissement familial avec des tables en formica et un menu plastifié. Laura s'assit avec précaution, comme si la chaise allait disparaître. Quand le serveur s'approcha, Robert commanda un hamburger complet, des frites, un jus d'orange et un milkshake au chocolat. Laura écarquilla les yeux. Pendant qu'ils attendaient, Robert observa la fillette plus attentivement. Sous la saleté et les haillons, il y avait en elle une dignité silencieuse. Elle ne pleurnichait pas, ne demandait rien. Elle attendait simplement, tranquille, les mains sur la table, ses doigts fins entrelacés. « Depuis combien de temps tu es dans la rue ?» demanda-t-il gentiment. Laura regarda par la fenêtre, où la nuit commençait à couvrir la ville. « Longtemps, depuis que mamie est partie. »« Partie ?» Laura secoua la tête. Elle disait toujours qu'il ne fallait pas dire ça, que quand quelqu'un part pour toujours, on doit dire qu'il s'est reposé. Alors mamie s'est reposée. Ça fait 4 mois. Robert sentit sa poitrine se serrer. « Et tes parents ? Ma mère s'est reposée quand j'étais petite. La même chose que vous avez. » Les mots frappèrent Robert comme un coup de poing. « Comment sais-tu ce que j'ai ?» Laura le fixa avec cette sagesse impossible pour son âge. « Je le vois. Mamie le voyait toujours aussi. Elle disait que la tristesse habite dans notre corps. Vous êtes très triste. C'est pour ça que vous êtes tombé malade. » Le serveur apporta la nourriture, interrompant le moment. Laura regarda l'assiette comme si c'était un mirage. Lentement, elle prit le hamburger à 2 mains et donna la première bouchée. Ses yeux se fermèrent. Robert ne toucha pas à son propre sandwich. Il regarda Laura manger avec une faim qui allait au-delà de l'estomac, une faim d'années de négligence et de solitude. Elle mâchait lentement, savourant chaque morceau, comme si elle craignait que la nourriture ne disparaisse. Quand elle eut fini la moitié de son repas, Laura s'arrêta et poussa l'assiette vers Robert. « Pour vous ? Non, Laura, c'est tout pour toi. Mais vous devez manger, sinon vous n'allez pas guérir. Je vais bien, tu peux continuer. » Laura hésita, puis ramena l'assiette vers elle. « Ma mamie disait que manger tout seul, ça ne guérit personne. Il faut de l'amour avec. Elle me faisait de la soupe et elle chantait. Je guérissais toujours. Et toi, tu as déjà été malade ?» Laura hocha la tête. « J'étais tout le temps enrhumée. J'avais mal au ventre. Mais mamie s'occupait de moi. Maintenant, il n'y a plus personne. » Robert sentit quelque chose d'étrange se produire en lui, une sensation oubliée, endormie par des années de cynisme et d'isolement. C'était comme si une porte verrouillée depuis des décennies s'ouvrait lentement, laissant entrer une lumière qui blessait ses yeux habitués à l'obscurité. « Et s'il y en avait ?» s'entendit-il demander. « Et si tu avais de nouveau quelqu'un pour s'occuper de toi ?» Laura le fixa, en train de réfléchir. « Vous ?»« Moi. » Le silence entre eux fut comblé par les bruits du bistrot. Des assiettes qui tintent, des conversations lointaines, le bourdonnement du réfrigérateur. Laura posa le hamburger dans l'assiette et s'essuya les mains sur ce qui restait de son chemisier.
Mamie disait toujours que quand deux personnes seules se rencontrent, c'est parce que l'univers est en train de recoller les morceaux cassés. Vous êtes cassés. Moi aussi. Peut-être qu'on peut se recoller ensemble. Robert sentit ses yeux le piquer. Depuis combien de temps n'avait-il pas pleuré? Peut-être jamais. Les hommes comme lui ne pleuraient pas. Mais maintenant, face à cet enfant qui parlait comme une vieille âme et le voyait comme personne ne l'avait jamais vu, quelque chose en lui se brisa. « Comment on va faire ça ?» demanda-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Laura sourit pour la première fois. C'était un petit sourire, timide, mais réel. « On va chez vous. Je prends un bain, je dors dans un lit. Et le soir avant de dormir, on fait le rituel de mamie. » Quel rituel? Laura tendit la main sur la table, paume vers le haut. « C'est un secret. Je ne peux le montrer que si vous promettez d'y croire. » Robert regarda cette main minuscule, sale qui lui était offerte comme un pont entre deux mondes. Il avait bâti des empires, commandé des milliers d'employés, négocié des contrats de plusieurs millions. Mais jamais, de toute sa vie, une décision ne lui avait semblé aussi monumentale que d'accepter cette main. Il tendit la sienne, et lorsque ses doigts touchèrent ceux de Laura, il sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies. Il sentit l'espoir. L'appartement en attique de Robert à Neuilly-sur-Seine était le reflet parfait de sa vie. 300 mètres carrés de marbre italien, des meubles de designers européens, des œuvres d'art contemporain, au mur et une vue à 180 degrés sur la ville. Tout était impeccable, tout était cher, tout était vide. Laura s'arrêta à l'entrée, ses pieds nus hésitants sur le sol brillant. Ses yeux parcoururent la pièce avec un mélange d'étonnement et de malaise, comme si elle était entrée dans un musée où il était interdit de toucher à quoi que ce soit. « C'est très grand », murmura-t-elle. « C'est la maison de quelqu'un qui n'a jamais prévu de la partager », admit Robert, en fermant la porte. « Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, il y a toi. » Il la guida à travers l'appartement, lui montrant les pièces. Laura écoutait en silence, touchant délicatement les meubles comme s'ils étaient fragiles. Quand ils arrivèrent à la chambre d'amis, Robert ouvrit la porte. « Ça peut être ta chambre. Demain, on achètera tout ce dont tu as besoin. Des vêtements, des jouets, des livres, tout ce que tu voudras. » Laura entra lentement. Le lit king-size dominait l'espace, couvert de draps d'un blanc immaculé. Elle s'approcha et toucha le tissu avec révérence. « Je peux vraiment dormir ici ?»« Tu peux. Mais d'abord, que dirais-tu d'un bain ?» Robert l'emmena à la salle de bain. Pendant que la baignoire se remplissait, il apporta un de ses t-shirts propres pour lui servir de chemise de nuit temporaire. Laura observa l'eau fumante avec des yeux écarquillés. « Je vais te laisser tranquille. Si tu as besoin d'aide, il suffit d'appeler. »« Monsieur Robert ?» Il se retourna. « Juste Robert. Pas de monsieur. » Laura se mordit la lèvre. « Robert, alors. Mamie disait toujours que l'eau propre à l'extérieur ne sert à rien si on est sale à l'intérieur. Je veux dire, tu dois te nettoyer à l'intérieur aussi. » « Comment ça ?»« Je te montrerai après, pendant le rituel. » Robert hocha la tête et sortit en fermant la porte. Pendant qu'il attendait dans le salon, il appela sa secrétaire, Marianne, ignorant le fait qu'il était presque 21 heures. « Marianne, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi demain matin. Contactez les meilleurs avocats de Paris spécialisés en droit de la famille. Je veux entamer une procédure d'adoption. » Le silence de l'autre côté fut long. « Monsieur Martin, vous avez dit adoption ?»« Oui. Et prévoyez aussi un personal shopper. J'ai besoin de vêtements, de chaussures, de fournitures scolaires, tout pour une fillette de 8 ans. Qu'elle soit ici à 9 heures du matin. Puis-je vous demander ce qui se passe ? Il se passe que j'ai enfin trouvé quelque chose de plus important que de construire des immeubles. » Il raccrocha avant que Marianne ne puisse répondre. Il entendit l'eau du bain s'arrêter et quelques minutes plus tard, Laura apparut dans le salon. Enveloppée dans le t-shirt qui lui arrivait aux genoux, les cheveux mouillés tombant sur ses épaules, elle paraissait encore plus petite et plus fragile. Mais il y avait quelque chose de différent sur son visage, une lueur qui n'était pas là avant. « Mieux ?» demanda Robert. « Beaucoup mieux. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris de bain chaud. » Laura s'approcha du canapé et s'assit à côté de lui, laissant un espace respectueux entre eux deux. « Maintenant, on peut faire le rituel. » Robert s'installa sur le canapé, face à elle. « Je suis prêt. Apprends-moi. »
Laura prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à quelque chose d'important. Mamie me l'a appris quand j'étais toute petite et que je tombais malade. Elle disait que notre corps est comme une maison. Quand la maison est triste, sombre, les mauvaises choses entrent facilement. Mais quand la maison est pleine de lumière, d'amour, les mauvaises choses ne peuvent pas rester. Robert écoutait, fasciné par le sérieux avec lequel elle parlait. Alors, tous les soirs, avant de dormir, on faisait comme ça. Laura ferma les yeux. On ferme les yeux et on imagine une lumière très brillante, dorée, qui entre par la tête. Cette lumière descend doucement. Elle passe partout dans le corps. Et elle chasse tout ce qui est mauvais, tout ce qui fait mal. Elle ouvrit un œil pour vérifier si Robert suivait. Il ferma les siens aussi. Maintenant, imagine cette lumière qui arrive à l'endroit qui est malade. Imagine qu'elle devient forte, brillante, chaude. Et tu parles à ton corps. Tu es fort, tu vas guérir. Je t'aime et je prends soin de toi. La voix de Laura était douce, hypnotique. Robert essaya de faire ce qu'elle demandait, mais son scepticisme égratignait la tentative. Imaginer des lumières dorées parler à son propre corps? C'était si enfantin, si naïf, mais il sentit alors la petite main de Laura se glisser sur la sienne. Tu n'as pas besoin d'y croire tout de suite. Mamie disait que la foi, c'est comme un muscle. Plus on l'utilise, plus il devient fort. Tu as juste besoin d'essayer. Et je vais essayer avec toi. Robert serra sa main, la paume chaude, petite, confiante. Et il essaya de nouveau. Cette fois, il s'autorisa à imaginer. Une lumière dorée descendant dans sa gorge, traversant sa poitrine, atteignant les endroits sombres où la maladie se logeait. Il imagina cette lumière repoussant les ombres, réchauffant, guérissant. Maintenant, dis à ton corps que tu l'aimes. Je t'aime, murmura Robert, se sentant à la fois ridicule et sincère. Tu es fort. Tu vas guérir. Ils restèrent ainsi quelques minutes, mains jointes, yeux fermés, respirant ensemble. Quand Laura lâcha finalement sa main, Robert ouvrit les yeux. Elle souriait. « Tu vois, ce n'était pas difficile. Tu crois vraiment que ça marche? Mamie a guéri plein de fois en faisant ça, et moi aussi. Mais elle disait que le plus important, ce n'est pas la lumière qu'on imagine, c'est l'amour qu'on met dedans. Parce que l'amour, c'est réel. L'amour, c'est un vrai remède. » Robert sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ce n'était pas la douleur familière de la maladie. C'était quelque chose de différent, de plus léger, de plus chaud. « Merci de m'avoir appris. »« De rien. Demain, on le refera. Et après-demain. Tous les jours. Jusqu'à ce que tu sois complètement guéri. » Elle parlait avec une telle certitude qu'il était impossible de ne pas être contaminé par sa foi. Robert se leva et lui tendit la main. « Allons dormir alors. Demain sera une grosse journée. » Laura prit sa main et le laissa la guider jusqu'à la chambre. Quand elle s'allongea dans l'immense lit, elle parut encore plus petite, disparaissant presque entre les oreillers. « Robert » appela-t-elle alors qu'il s'apprêtait à sortir. « Oui? Tu ne vas pas partir pendant la nuit, hein? Comme mamie ?» Le cœur de Robert se brisa. « Non, Laura, je te le promets. Je serai là quand tu te réveilleras. » Elle hocha la tête satisfaite et remonta la couverture jusqu'à son menton. Robert éteignit la lumière et laissa la porte entr'ouverte, permettant à la lumière du couloir d'entrer. De retour dans sa propre chambre, il s'allongea en regardant le plafond. Pour la première fois en 3 ans, il ne pensa pas à la maladie avant de s'endormir. Il pensa à une fillette de 8 ans qui croyait en une lumière dorée et au pouvoir de l'amour. Et pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne pouvait s'en souvenir, Robert Martin s'endormit avec un sourire aux lèvres. Le lendemain matin, il fut réveillé par un bruit dans la cuisine. Il sauta du lit, le cœur battant, des pensées confuses inondant son esprit. Puis il se souvint. Laura. Il la trouva sur le plan de travail de la cuisine, entourée d'ingrédients éparpillés. Elle avait trouvé des œufs, du pain, du beurre, et essayait clairement de préparer quelque chose. « Bonjour, » dit-elle joyeusement. « J'ai essayé de faire le petit déjeuner, mais je ne sais pas comment marche la cuisinière. » Robert rit. C'était la première fois qu'il riait vraiment depuis des années. « On va le faire ensemble, alors. » Ils préparèrent des œufs, brouillés et des toasts, travaillant côte à côte.
Laura racontait des histoires sur sa grand-mère, sur les endroits où elle avait dormi dans la rue, sur les chiens abandonnés qui étaient ses seuls amis. Robert écoutait tout, enregistrant chaque détail, construisant une carte de la vie de cet enfant extraordinaire que le destin avait placé sur son chemin. À 9 heures précises, la sonnette retentit. C'était Marianne, accompagnée de 2 femmes portant d'énormes sacs de vêtements. Laura se cacha derrière Robert, timide face aux inconnus. « Laura, ce sont des amies à moi. Elles sont venues t'aider à choisir de nouveaux vêtements. »« D'accord ?» Laura hocha lentement la tête. Les 2 heures suivantes furent une succession d'essayages de vêtements, de chaussures, d'accessoires. Laura essayait tout avec soin, comme si elle craignait de tout abîmer. Mais quand elle se vit dans le miroir avec une robe bleue claire et des sandales neuves, ses yeux se remplirent de larmes. « Je suis belle. »« Tu es magnifique, » répondit Robert, sentant un nœud dans sa gorge. Après le départ des femmes, laissant la chambre de Laura remplie de vêtements neufs, Marianne resta en arrière. Elle dut s'asseoir, visiblement en train de digérer la situation. « Monsieur Martin, j'ai besoin de comprendre. Que se passe-t-il » Robert raconta tout. La sentence médicale, la rencontre avec Laura, la décision impulsive de la ramener à la maison. Marianne l'écouta en silence, et quand il eut terminé, il y avait des larmes dans ses yeux. « Vous faites quelque chose de magnifique, mais vous devez être conscient que la procédure d'adoption est complexe. Ils vont enquêter sur votre vie, votre situation, et avec votre dossier médical récent, il pourrait y avoir des complications. Je sais, mais peu importe le temps qu'il me reste. Je veux qu'elle ait un foyer. Je veux m'assurer que, quoi qu'il arrive, elle sera protégée. » Marianne hocha la tête. « Je vais m'occuper des meilleurs avocats. Nous ferons tout dans les règles. » Après le départ de Marianne, Robert trouva Laura dans sa chambre, en train de ranger méticuleusement ses nouveaux vêtements. Elle leva les yeux quand il entra. « Tout ça, c'est vraiment à moi. Tout à toi. Et demain, on achètera d'autres choses. Des livres, des jouets, ce que tu voudras. » Laura laissa tomber le chemisier qu'elle tenait et courut vers lui en serrant la taille de toutes ses forces. Robert resta paralysé un instant, puis l'enveloppa lentement de ses bras. Elle était si petite, si fragile, mais dans cette étreinte, il y avait une force qu'il n'avait jamais connue. « Merci de ne pas avoir renoncé à moi, » murmura-t-elle contre sa poitrine. Robert ferma les yeux, sentant quelque chose en lui se réorganiser, guérir. « Merci de ne pas avoir renoncé à moi non plus. » Les semaines suivantes transformèrent l'appartement de Robert en quelque chose de méconnaissable. Là où régnait auparavant le silence et un ordre obsessionnel, résonnaient désormais des rires et un désordre charmant. Des dessins de Laura couvraient le réfrigérateur, ses chaussures traînaient dans l'entrée et l'appartement sentait les biscuits faits maison qu'ils préparaient ensemble le dimanche. Mais le changement le plus profond se produisait à l'intérieur de Robert. Tous les soirs, religieusement, lui et Laura faisaient le rituel. Ils s'asseyaient sur le canapé du salon, mains jointes, et elle le guidait dans la visualisation de la lumière dorée. Au début, Robert devait forcer sa concentration, son scepticisme formant une barrière invisible. Mais au fil des jours, quelque chose commença à changer. Il remarqua qu'il se réveillait avec plus d'énergie. Les douleurs constantes qui l'accompagnaient diminuaient. La fatigue éternelle qui pesait sur ses épaules s'allégeait. Robert attribua cela à une amélioration émotionnelle, au but renouvelé que Laura lui avait apporté. Mais il y avait autre chose, quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. La 3e semaine, pendant le petit déjeuner, Laura arrêta de manger et l'étudia avec attention. « Tu es différent. »« Différent comment ?»« Tes yeux. Avant, ils étaient gris comme un nuage de pluie. Maintenant, il y a du bleu dedans, et ton visage n'est plus aussi creusé. » Robert se toucha le visage, sentant ses contours. C'était vrai. En se rasant ce matin-là, il avait remarqué que ses joues ne semblaient plus aussi creuses. C'étaient de petits détails, mais ils étaient là. « C'est sûrement parce que je mange mieux. Tu es une excellente commis de cuisine. » Laura sourit, mais il y avait de la sagesse dans ses yeux. Ce n'est pas que la nourriture, c'est l'amour. Je t'avais dit que l'amour guérit. Robert voulait y croire, mais des décennies de rationalité l'en empêchaient. Pourtant, quelque chose le poussa à vérifier. Cet après-midi-là, sans en parler,
À Laura, pour ne pas créer d'attente, il appela le cabinet du docteur Lefebvre. « Auguste, j'ai besoin de nouveaux examens. »« Robert, nous en avons parlé. Je ne veux pas nourrir de faux espoirs. Le traitement ne répondait pas. Je sais ce que vous avez dit, mais je me sens mieux, nettement mieux. J'ai besoin de savoir si c'est réel ou si je me fais des illusions. » Le médecin soupira. « D'accord. Venez demain matin. Mais promettez-moi de ne pas vous effondrer si les résultats sont les mêmes. » Promis. Robert ne parla pas des examens à Laura. Ce soir-là, pendant le rituel, elle remarqua qu'il était plus tendu. « Tu es inquiet pour quelque chose ?»« Ce n'est pas de l'inquiétude, c'est plutôt de l'attente. »« De quoi ?»« De découvrir si les miracles existent. » Laura serra sa main. « Ils existent. Mamie disait toujours qu'un miracle, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel tout fait. C'est quelque chose qu'on construit avec la foi et l'amour, brique par brique, tous les jours. » Robert sourit. « Tu parles vraiment comme ta grand-mère. C'est parce qu'elle habite ici, à l'intérieur. » Laura toucha sa propre poitrine. « Et maintenant, toi aussi tu y habites. Toutes les personnes qu'on aime habitent dans notre cœur pour toujours. » Le lendemain, Robert se réveilla avant l'aube. Il laissa un mot pour Laura et demanda à Clara, la femme de ménage qu'il avait engagée pour l'aider à la maison, de rester avec elle. À l'hôpital, il se soumit à une batterie d'examens. IRM, scanner, analyse de sang. Le docteur Lefebvre supervisait tout avec un scepticisme professionnel, mais Robert remarqua qu'au fur et à mesure que les résultats arrivaient, l'expression du médecin changeait. « Ce n'est pas possible », murmura Auguste, comparant les anciennes images avec les nouvelles. « Qu'est-ce qui n'est pas possible ?» Le médecin leva 2 scanners côte à côte. « Regardez ici. Celui-ci date de 3 semaines. Vous voyez ces zones sombres. Elles indiquaient une progression agressive. Maintenant, regardez celui d'aujourd'hui. » Robert s'approcha, le cœur battant à tout rompre. Les zones sombres étaient plus petites, considérablement plus petites. Qu'est-ce que ça signifie? Auguste retira ses lunettes et se frotta les yeux, comme s'il ne faisait pas confiance à sa propre vue. Ça signifie qu'il y a une régression significative. Robert, votre corps répond. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais il se bat, et il est en train de gagner. Les mots résonnèrent dans le silence de la pièce. Robert s'assit lourdement, digérant l'information. C'était réel, ce n'était pas une illusion, ce n'était pas psychologique. Son corps allait mieux. « Combien de temps ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Si cette tendance se maintient, et j'insiste sur le « si », parce que je n'ai jamais rien vu de tel en 30 ans de médecine, nous parlons de rémission, potentiellement complète. » Robert se couvrit le visage de ses mains. Il ne pleurait pas, mais son corps tremblait sous la force de l'émotion. Auguste posa une main sur son épaule. « Qu'est-ce qui a changé, Robert? Qu'avez-vous fait de différent ces dernières semaines ?» Robert baissa les mains et regarda le médecin. « J'ai adopté une fille, ou j'essaie d'en adopter une. Elle a 8 ans, et elle croit que l'amour guérit. » Auguste resta silencieux un long moment. Puis, étonnamment, il sourit. « Vous savez, il existe des études sur l'impact de l'état émotionnel sur le système immunitaire. Les liens, le but, l'amour, tout cela libère des neurotransmetteurs et des hormones qui renforcent les défenses du corps. Je n'ai jamais vu cela se produire à une échelle aussi spectaculaire, mais je ne vais pas le remettre en question. Votre fille a peut-être raison. » Elle a toujours raison. Robert quitta l'hôpital en état de choc. Il rentra chez lui en voiture sans se rendre compte du chemin, son esprit tourbillonnant autour de la révélation. Quand il entra dans l'appartement, il trouva Laura en train de faire ses devoirs sur la table du salon. Il l'observa un instant, cet enfant apparu de nulle part qui avait bouleversé son monde. Laura leva les yeux et sourit. Comment ça s'est passé? Robert s'agenouilla à côté d'elle, à la hauteur de ses yeux. Tu avais raison, l'amour guérit vraiment. Les yeux de Laura s'écarquillèrent. Les examens sont bons? Ils sont très bons. Je vais mieux, Laura. Vraiment. Laura laissa tomber son crayon et jeta ses bras autour de son cou, le serrant de toute la force de son petit corps. Je le savais. Je savais que ça marcherait. Mamie n'a jamais menti.
Robert la serra en retour, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Merci. Merci de m'avoir sauvé. Toi aussi, tu m'as sauvé. On s'est sauvés l'un l'autre. » Ils restèrent ainsi de longues minutes, deux survivants se tenant l'un à l'autre au milieu de la tempête qu'ils avaient traversée ensemble. Les jours suivants, Robert s'attaqua à la procédure d'adoption avec une énergie renouvelée. Les avocats travaillaient sans relâche, préparant les documents. Mais des complications surgirent bientôt. Marianne arriva un après-midi à l'appartement avec une expression inquiète. Elle demanda à parler seule avec Robert dans son bureau. Les assistantes sociales remettent en question l'adoption. Elles soutiennent que votre dossier médical récent représente un risque d'instabilité pour l'enfant. Elles craignent que Laura ne vive une autre situation traumatisante de séparation si votre état s'aggrave. Robert serra les poings. « Mais je vais mieux, les examens le prouvent. Je sais, et les avocats ont déjà présenté les derniers rapports médicaux. Mais le système est prudent. Ils veulent des garanties que vous ne pouvez pas donner. Personne ne le peut. Alors que fait-on » Marianne hésita. « Il y a une audience prévue la semaine prochaine. Laura devra parler à l'assistante sociale et vous devrez les convaincre que vous pouvez offrir un foyer stable. » Robert se passa la main dans les cheveux, frustré. « C'est ironique, n'est-ce pas? J'ai passé ma vie à construire des structures solides et maintenant je ne peux pas prouver que je peux offrir une stabilité à une enfant. Vous y arriverez. Vous avez juste besoin de leur montrer ce que je vois tous les jours. Un homme transformé par l'amour. » Ce soir-là, Robert parla à Laura de l'audience. Elle écouta en silence, en train de réfléchir. « Ils pensent que tu vas m'abandonner ? » Pas exprès. Ils ont peur que je retombe malade et que tu souffres. Laura resta silencieuse un moment, puis se leva du canapé et alla dans sa chambre. Elle revint avec un cahier usé. C'était le cahier de sa grand-mère, rempli de notes et de dessins. Mamie a écrit ici tout ce qu'elle croyait. Elle disait que la famille, ce n'est pas de ne pas avoir peur de perdre, c'est de choisir de rester ensemble même avec la peur. J'ai peur de te perdre, Robert, tous les jours, mais je préfère t'avoir avec la peur que de ne pas t'avoir du tout. Robert l'attira dans ses bras. On va se battre pour ça. Ensemble. Oui, ensemble. La semaine suivante, ils se préparèrent pour l'audience. Robert répéta ses arguments, rassembla des documents, mobilisa des témoins. Mais il savait qu'à la fin, tout dépendrait de Laura, de sa force, de sa clarté, de sa capacité à faire voir aux autres ce qui était si évident pour eux. La veille de l'audience, ils firent le rituel avec encore plus d'intensité. Laura lui tint les mains et ferma les yeux. « Demain, tout ira bien, parce qu'on a déjà gagné la partie la plus difficile. On s'est trouvé. Le reste, c'est juste de la paperasse. » Robert serra ses mains. « Comment es-tu devenu si sage à 8 ans ? » « Je ne suis pas sage. J'ai juste appris de la personne la plus sage du monde. Et maintenant, je t'apprends. » Elle ouvrit les yeux et sourit. Et dans ce sourire, Robert vit tout l'avenir qu'il voulait construire. Un avenir où il n'était pas seul, où il y avait des rires, des étreintes et des rituels nocturnes. Un avenir pour lequel il valait la peine de se battre. La salle du tribunal des affaires familiales était plus petite que Robert ne l'avait imaginé. Des murs beiges, une grande table en bois, des chaises inconfortables. Il s'assit à côté de ses avocats, maître François Durand et maître Patricia Moreau, tandis que Laura attendait dehors avec Marianne. L'assistante sociale responsable du dossier, Madame Sylvie Renaud, entra en portant un dossier volumineux. C'était une femme d'âge mûr, les cheveux attachés en un chignon sévère, le regard de quelqu'un qui avait vu beaucoup d'histoires tristes. Avec elle se trouvait la psychologue pour enfants, Dr Béatrice Lambert, plus jeune, à l'expression douce, mais professionnelle. « Monsieur Martin, » commença Madame Renaud en ajustant ses lunettes, « nous sommes ici pour évaluer si l'adoption de Laura Marie Petit est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Vous comprenez que notre priorité est son bien-être, pas nécessairement vos désirs. Je comprends parfaitement. Et c'est exactement pour cela que je suis convaincu que cette adoption est ce qu'il y a de mieux pour Laura. » L'assistante sociale feuilleta les documents. « Votre dossier médical est préoccupant. 3 ans de traitement pour une maladie grave, un pronostic terminal il y a 1 mois. Laura a déjà subi de multiples séparations traumatisantes.
L'exposer au risque d'une autre situation similaire serait irresponsable de notre part. Maître Durand se pencha en avant. « Si vous me permettez, Madame Renaud, les examens les plus récents de M. Martin, signés par le docteur Auguste Lefebvre, l'un des oncologues les plus respectés de Paris, indiquent une rémission significative. La situation a radicalement changé. » Sylvie examina les rapports. « Les rémissions peuvent être temporaires. Il n'y a aucune garantie. »« Il n'y a de garantie dans aucune situation, » intervint Robert, maîtrisant son ton. « Des parents en bonne santé peuvent tomber malades demain. Des accidents arrivent. La vie n'offre aucune garantie. Ce que je peux offrir, c'est mon engagement absolu pour le bien-être de Laura, aujourd'hui et tous les jours qui me seront donnés. Et si votre état s'aggrave? Et si Laura doit à nouveau traverser le processus de deuil? Alors elle le traversera entourée d'amour, de soutien et de ressources. J'ai rédigé un testament garantissant qu'elle sera prise en charge financièrement. J'ai nommé des tuteurs légaux au cas où il m'arriverait quelque chose. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour assurer son avenir. » Docteur Lambert, la psychologue, prit enfin la parole. « Monsieur Martin, j'ai lu les rapports. Laura était dans une situation d'extrême vulnérabilité. La rue, la malnutrition, sans repères familiaux. Vous êtes apparu et avez radicalement changé sa vie. Ne serait-ce pas une réponse traumatique de sa part? Un attachement hâtif à une figure de sauveur? » Robert prit une profonde inspiration. « Je peux comprendre que cela puisse paraître ainsi. Mais qui a sauvé qui, docteur? J'attendais la fin, seul, sans but, sans raison de continuer. Laura m'a donné une raison de vivre. Ce n'est pas elle qui s'est désespérément attachée à moi. C'est nous deux survivants, qui nous sommes accrochés l'un à l'autre pour ne pas sombrer. » Docteur Lambert prit des notes. « Nous devons parler à Laura, seule. » Laura entra dans la pièce quelques instants plus tard, vêtue de la robe bleue qu'elle avait choisie pour l'occasion. Ses cheveux étaient attachés avec une barrette que Robert lui avait donnée. Elle regarda autour d'elle, évalua chaque personne et s'assit sur la chaise qu'on lui indiqua, ses jambes se balançant à quelques centimètres du sol. « Bonjour, Laura, » commença docteur Lambert d'une voix douce. « Je m'appelle Béatrice. Je peux te poser quelques questions? » « Vous pouvez. Tu comprends pourquoi tu es ici? Parce que certaines personnes pensent que Robert ne peut pas être mon père. » Laura parla avec une clarté surprenante. « Elle pense qu'il va retomber malade et que je vais souffrir. Et tu n'as pas peur de ça? » Laura resta silencieuse un moment, pensive. « Si, tous les jours, je me réveille et je vais dans sa chambre pour voir s'il respire. » L'honnêteté crue de ces paroles choqua la salle. Madame Renaud se pencha en avant. « Et ça ne te rend pas triste? »« Si, mais vous savez ce qui me rendrait plus triste? De ne pas l'avoir. Le perdre maintenant serait horrible, mais ne jamais l'avoir eu serait pire. »« Laura, » intervint Madame Renaud, « tu as déjà perdu des personnes très importantes. Ta mère, ta grand-mère, ne serait-il pas mieux d'être avec une famille où tu ne risques pas de perdre à nouveau? » « Personne ne peut promettre qu'il ne partira pas, » répondit Laura avec cette sagesse impossible. « Mamie n'a pas promis et elle est partie. Ma mère n'a pas promis et elle est partie. Mais elle ne le voulait pas, c'est arrivé. Robert ne promet pas non plus qu'il restera pour toujours, mais il promet que tant qu'il sera là, il m'aimera. Et c'est tout ce qui compte. » Béatrice échangea un regard avec Sylvie. « Mais si on te plaçait dans une famille qu'avec un père et une mère, des frères et sœurs, sans antécédents médicaux, ne serait-ce pas mieux ?» Les yeux de Laura se remplirent de larmes, mais sa voix resta ferme. « La famille, ce n'est pas avoir deux personnes au lieu d'une, ou ne pas avoir peur. Mamie m'a appris que la famille, c'est celui qui reste à tes côtés quand c'est difficile. Robert m'a trouvé dans la rue, sale, en train de voler de la nourriture. Il aurait pu me donner de l'argent et s'en aller. Mais il m'a emmené chez lui. Il m'a donné un bain, des vêtements, à manger, de l'amour. Il a choisi de rester à mes côtés quand je n'avais rien. C'est ça, la famille. » Une larme coula sur sa joue, mais elle ne l'essuya pas. « Et moi aussi, je choisis de rester à ses côtés. Quand il était malade, presque sur le point de partir, je lui ai appris à avoir de nouveau de l'espoir. Je me suis occupé de lui. On s'est occupé l'un de l'autre. Ce n'est pas ça, la famille. » Le silence dans la pièce était absolu. Docteur Lambert avait les yeux humides. Même Madame Renaud, avec toute son expérience et sa dureté professionnelle, semblait ébranlée. Laura continua,
sa voix gagnant en force. « Vous avez peur que je souffre s'il s'en va, mais je vais vous dire un secret. » Elle se pencha en avant, comme si elle partageait quelque chose de sacré. Mamie disait qu'avoir quelqu'un à aimer, même en sachant qu'on peut le perdre, c'est mieux que de n'avoir jamais eu personne. Parce que l'amour ne s'en va pas quand la personne part, il reste ici, à l'intérieur. Elle toucha sa propre poitrine. « Pour toujours. » Madame Renaud s'essuya discrètement les yeux. « Laura, tu es une fillette très spéciale. »« Non, je sais juste ce qui est important. Et ce qui est important, c'est que Robert est mon père. Peut-être qu'il n'est pas comme les autres pères, peut-être qu'on n'est pas comme les autres familles, mais on est une famille, une vraie. » Béatrice posa encore quelques questions, mais il était clair que Laura avait déjà conquis la salle. Quand elle sortit, demandant à Robert de l'accompagner, les deux professionnels restèrent seuls avec les avocats. 20 minutes. Plus tard, ils rappelèrent Robert. Il entra, le cœur battant à tout rompre. « Monsieur Martin, » commença Madame Renaud, et pour la première fois, il y avait de la douceur dans sa voix. « Je vois rarement un lien aussi authentique entre un adulte et un enfant. » Laura a fait preuve d'une maturité émotionnelle exceptionnelle et d'une clarté absolue sur ce qu'elle désire. Dr Lambert poursuivit. D'un point de vue psychologique, elle s'épanouit. Elle a pris du poids. Elle est inscrite à l'école, elle fait preuve de sécurité et d'affection. Le lien avec vous est réel et profond. Robert pouvait à peine respirer. Cela signifie que... Madame Renaud consulta ses documents. Nous avons encore besoin d'une déclaration médicale formelle attestant de votre état actuel et de votre pronostic. Si le docteur Auguste Lefebvre peut nous la fournir, nous serons disposés à approuver l'adoption à titre provisoire avec un suivi régulier pendant 6 mois. Robert sentit ses jambes flageoler. « Merci. Merci beaucoup. »« Ne nous remerciez pas, » sourit Dr Lambert pour la première fois. « Remerciez Laura. Elle a été l'avocate la plus éloquente que j'ai jamais vue dans cette salle. » Quand Robert sortit, il trouva Laura assise dans le couloir, balançant ses jambes. Elle leva les yeux, anxieuse. « Alors ?» Robert s'agenouilla devant elle, lui tenant les mains. « Tu as été incroyable là-dedans, parfaite. »« Alors je vais rester avec toi ?»« Oui. Officiellement, légalement, pour toujours. » Laura se jeta dans ses bras, et Robert la souleva du sol, tournant avec elle dans le couloir du tribunal. Marianne et les avocats sortirent de la salle, souriant en voyant la célébration. « Nous devons encore obtenir le rapport médical final, prévint Maître Durand. Mais c'est une formalité maintenant. Laura a conquis tout le monde là-dedans. » Sur le chemin du retour, Laura était radieuse. « Tu as vu? Je t'avais dit que ça marcherait. Tu as été tellement courageuse. Comment as-tu réussi à si bien parler ?» Laura haussa les épaules. « J'ai juste dit la vérité. Mamie disait toujours que la vérité a du pouvoir. » De retour à l'appartement, ils fêtèrent avec de la pizza et de la glace. Laura insista pour faire le rituel avec encore plus de dévouement ce soir-là. « Maintenant, on est une vraie famille, » dit-elle en tenant les mains de Robert. « Alors le rituel est plus fort, parce que c'est de l'amour de père et de fille. » Robert ferma les yeux, sentant l'énergie de ces mots. Amour de père et de fille. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé vivre, et c'était maintenant sa réalité. Les jours suivants, le docteur Lefebvre fournit le rapport nécessaire. Il écrivit avec conviction sur la rémission exceptionnelle, l'attribuant à des facteurs que la médecine ne comprenait pas encore complètement, mais qu'elle ne pouvait nier. Robert Martin avait un avenir devant lui. L'adoption fut officialisée lors d'une cérémonie simple. Laura Marie Petit devint Laura Marie Martin. Quand ils signèrent les papiers, Laura tint le stylo avec solennité. « Maintenant, on est pareil même dans le nom, » dit-elle en souriant. « Maintenant, oui, » confirma Robert en signant juste en dessous. Mais tout n'était pas rose. Ce soir-là, pendant le dîner, Laura commença à se sentir prise de vertige. Robert, alarmé, lui demanda si elle allait bien. « Juste fatiguée, » murmura-t-elle. Mais quand elle essaya de se lever de table, ses jambes cédèrent. L'hôpital était silencieux cette nuit-là. Robert tenait la main de Laura pendant qu'ils attendaient les résultats des examens. Elle dormait sur le brancard, connectée à des moniteurs, son petit corps paraissant encore plus petit sous le drap blanc. L'évanouissement s'était produit il y a 3 heures,
et depuis, Robert avait l'impression d'être piégé dans un cauchemar. Le docteur Lefebvre entra dans la pièce avec une expression que Robert connaissait bien. C'était la même qu'il avait vue sur le visage du médecin des mois plus tôt, quand il avait reçu son propre diagnostic. De la compassion mêlée d'impuissance. « Allons parler dehors. » Robert regarda Laura, hésitant à la lâcher. Auguste posa une main sur son épaule. « Elle est stable. Elle va encore dormir quelques heures. Allons-y. » Dans le couloir, sous la lumière crue des néons, Auguste montra les résultats. Hémogramme, bilan nutritionnel, analyse complète. Robert, Laura souffre de malnutrition chronique sévère et d'anémie grave. Les années passées dans la rue ont eu un lourd tribut. Son corps était en mode survie depuis si longtemps que même avec une alimentation adéquate ces dernières semaines, il n'a pas réussi à se rétablir complètement. Ses organes sont affaiblis, son système immunitaire est compromis. Robert sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'est grave? C'est très grave. Elle va avoir besoin d'un traitement intensif, supplémentation intraveineuse, suivi nutritionnel strict, peut-être une transfusion sanguine. Heureusement, nous l'avons détecté tôt. Avec des soins appropriés, elle se rétablira complètement. Mais cela prendra du temps. Combien de temps? Des mois, peut-être 6, peut-être plus. Cela dépend de la façon dont son corps réagit. Robert s'appuya contre le mur en train de digérer. Cruelle ironie, il était en train de guérir pendant que Laura, la fillette qui lui avait appris la guérison, était malade. « Elle va s'en sortir ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Oui, mais elle aura besoin de vous plus que jamais. » Auguste fit une pause. « Vous savez quoi faire, Robert, elle vous l'a appris. » Robert leva les yeux, confus. « Quoi ? » L'amour, les soins, la présence. Ce n'est pas seulement son corps qui a besoin d'être traité, c'est son âme aussi. Des années d'abandon, de privation, de peur. Maintenant, elle est enfin en sécurité, mais son corps porte encore les cicatrices. Soyez pour elle ce qu'elle a été, pour vous. Robert hocha la tête, ravalant ses larmes. Je le serai. Quand Laura se réveilla quelques heures plus tard, elle était confuse. Ses yeux parcoururent la pièce jusqu'à ce qu'il trouve Robert assis au bord du lit, lui tenant la main. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Tu t'es évanouie, ma chérie. Je t'ai emmenée à l'hôpital. » Laura essaya de s'asseoir, mais Robert l'en empêcha doucement. « Il faut que je rentre à la maison pour faire le rituel, sinon tu ne vas pas guérir. » Robert sourit malgré son angoisse. « Aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de toi, d'accord ? C'est mon tour. Mais je ne suis pas malade, juste fatigué. » « Si, tu l'es, Laura. Ton corps a traversé beaucoup de choses dans la rue. Il a besoin de traitements, de soins spéciaux. » Laura resta silencieuse, en train de réfléchir. « Comme toi, comme moi. Mais maintenant, je vais mieux, et je vais utiliser toute ma force pour que tu ailles mieux aussi. » Les yeux de Laura se remplirent de larmes. « Tu ne vas pas m'abandonner. » Robert se pencha et l'embrassa sur le front. « Jamais. Tu es ma fille. Et les familles en abandonnent pas les leurs, tu te souviens ?» Elle hocha la tête, laissant les larmes couler. Robert les essuya avec son pouce. Les jours suivants, Laura fut hospitalisée pour un traitement initial. Robert ne la quitta pas d'une semelle. Il installa un bureau improvisé dans la chambre d'hôpital, travaillant à distance, mais toujours présent. Quand Laura était réveillée, ils discutaient, jouaient, regardaient des films. Quand elle dormait, il restait là, vigilant. Marianne apportait du travail, mais aussi des livres d'histoire, des jeux, tout pour divertir Laura. Clara, la femme de ménage, venait avec des plats faits maison, essayant de tenter Laura de manger plus. Le docteur Lefebvre passait tous les jours, surveillant chaque progrès. Mais le traitement était difficile. Les médicaments donnaient la nausée à Laura. Les procédures étaient inconfortables. Il y eut des nuits où elle pleura de frustration, se demandant pourquoi elle devait subir tout cela. Une de ces nuits, Robert s'allongea à côté d'elle dans le lit d'hôpital, la serrant dans ses bras tandis qu'elle sanglotait contre sa poitrine. « Ce n'est pas juste. J'ai tout fait bien. Je me suis occupé de... Toi, j'ai fait le rituel tous les jours. J'ai cru que ça marcherait. Pourquoi suis-je malade maintenant ?» Robert lui caressa les cheveux. « Parfois, la vie n'est pas juste, Laura. Mais tu sais ce que j'ai appris avec toi, que l'important n'est pas d'éviter les mauvaises choses,
c'est d'avoir quelqu'un à ses côtés quand elles arrivent. Mais je suis fatigué de me battre. Je sais, moi aussi je l'étais. Tu te souviens? J'avais abandonné. Et puis tu es arrivé et tu m'as réappris à espérer. Maintenant c'est mon tour de t'apprendre. Comment? Robert s'écarta un peu pour la regarder dans les yeux. On va faire un pacte. Chaque jour on trouvera une bonne chose qui s'est passée. Ça peut être une petite chose, un sourire, un plat délicieux, une blague drôle, et on gardera ces bonnes choses comme des trésors, parce qu'à la fin, la vie est faite de ces trésors. Laura renifla. Et s'il n'y a rien de bon, il y en a toujours. Toujours. Aujourd'hui, par exemple, la bonne chose, c'est que je suis ici avec toi, et que tu es ici avec moi. Ce n'est pas bien ça. Laura réfléchit, puis hocha lentement la tête. Si, c'est très bien. Alors c'est notre trésor d'aujourd'hui. À partir de cette conversation, ils créèrent le rituel des trésors. Chaque fin de journée, ils partagèrent les bonnes choses qu'ils avaient trouvées. Au début, c'étaient des choses simples, une infirmière gentille, un rayon de soleil entrant par la fenêtre, un dessin animé amusant. Mais au fil des semaines, les trésors se multiplièrent. Laura commença à prendre du poids. Les couleurs revinrent sur son visage. Les examens montraient une amélioration progressive. Le docteur Lefebvre fut impressionné par la rapidité de sa guérison. « Elle répond exceptionnellement bien », dit-il à Robert. « Ce n'est pas seulement le traitement médical, c'est l'environnement émotionnel. Elle est entourée d'amour. » Robert sourit. « Je lui rends ce qu'elle m'a donné. » Après 6 semaines, Laura put sortir de l'hôpital, mais le traitement continuerait à la maison. Supplément, régime spécifique, suivi régulier. Robert transforma leur routine à tous les deux autour des soins de Laura. Il se levait tôt pour préparer des petits déjeuners nutritifs et colorés, transformant chaque repas en un événement amusant. Il créa des jeux où Laura gagnait des points pour chaque médicament pris correctement, chaque objectif nutritionnel atteint. Ils cherchaient des recettes saines et les préparaient ensemble, faisant de la guérison une aventure partagée. Le soir, avant de dormir, en plus du rituel des trésors, Robert inversait le rituel de la lumière dorée. C'était maintenant lui qui guidait, visualisant Laura en bonne santé, forte, radieuse. Et elle participait, imaginant son propre corps se renforcer. Un jour, 2 mois après son hospitalisation, Laura jouait dans le salon quand elle s'arrêta et regarda Robert. « Tu sais ce qui est drôle ? » ?»« Quoi ? » ?»« Quand je t'ai appris le rituel, c'était pour te guérir. Mais à la fin, ça a fini par me guérir aussi. » Robert s'assit à côté d'elle. « Comment ça ?» Laura réfléchit avant de répondre. « Quand mamie est partie, je suis resté seul. Et quand on est seul, même si notre corps va bien, on tombe malade à l'intérieur. Comme si notre âme avait faim. Mon âme avait faim pendant tout ce temps. Et maintenant? Maintenant, mon âme est nourrie, parce que je t'ai. Et alors le corps aussi peut guérir parce qu'il ne se bat plus tout seul. » Robert la serra dans ses bras. « Tu restes la personne la plus sage que je connaisse. » »« Je ne suis pas sage. J'ai juste appris avec mamie. Et maintenant avec toi. » 3 mois plus tard, lors des examens de routine, le docteur Lefebvre leur donna la nouvelle qu'ils attendaient. Laura était complètement rétablie. Tous ses indicateurs étaient normaux. Le corps avait répondu au traitement, à la nutrition adéquate et à l'amour inconditionnel. « Elle est guérie », annonça Auguste en souriant. « Elle peut reprendre ses activités normales. L'école à plein temps, les jeux, tout. » Laura sauta de sa chaise et serra Robert dans ses bras. « On a réussi, ensemble. » Sur le chemin du retour, Laura était euphorique, faisant des projets. Elle voulait rejouer au football à l'école, apprendre à jouer de la guitare, adopter un chien. Robert écoutait tout, le cœur débordant. 6 mois plus tôt, il était un homme attendant de disparaître. Maintenant, il avait une fille pleine de vie faisant des projets pour l'avenir. Ce soir-là, assis sur le canapé, Laura prit la main de Robert. « Papa ?» C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi directement. Robert sentit ses yeux le piquer. « Oui, ma fille ? Merci de ne pas m'avoir abandonné quand je suis tombée malade. Merci de ne pas m'avoir abandonné quand j'étais malade. » Laura se blottit contre lui. « On est une super équipe, hein ? La meilleure équipe qui soit. » Ils restèrent là, dans un silence confortable, regardant la ville s'illuminer à travers les fenêtres. 2 survivants qui avaient trouvé l'un dans l'autre, non seulement de la compagnie, mais un but. Non seulement de l'affection,
mais une vraie famille. Et le plus incroyable, c'est que le voyage ne faisait que commencer. 1 an s'était écoulé depuis que Robert avait trouvé Laura à l'entrée de ce magasin. Une année qui avait complètement transformé leur vie d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Robert était dans son bureau quand Marianne entra avec une expression particulière, un mélange de surprise et d'admiration. « Monsieur Martin, je dois vous montrer quelque chose. » Elle posa une pile de lettres sur son bureau. Robert prit la première et commença à lire. C'était d'une mère le remerciant pour une conférence qu'il avait donnée dans un hôpital sur la façon dont le soutien émotionnel avait été crucial dans sa guérison. La seconde était d'un père qui, inspiré par l'histoire de Robert, avait décidé de chercher une aide psychologique tout en luttant contre une maladie grave. Il y en avait des dizaines, toutes de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, avaient été touchées par l'histoire de Robert et Laura. « Comment ces gens ont-ils connu notre histoire ?» demanda Robert. La psychologue, Dr Lambert, a demandé votre permission pour partager le cas lors d'un congrès de psychologie, évidemment sans vous identifier. Mais l'histoire s'est répandue. Hôpitaux, groupes de soutien, réseaux sociaux. Les gens l'appellent le miracle de l'amour. Robert reposa les lettres sur la table, ému. Pas un miracle, c'était du travail acharné, de la foi et beaucoup d'amour. Marianne sourit. C'est pour ça que c'est miraculeux. Ça montre que ces choses fonctionnent. Ce soir-là, Robert parla des lettres à Laura. Elle faisait ses devoirs sur la table du salon, désormais une élève exemplaire en CM2. « Les gens veulent connaître notre histoire, dit-il. Laura leva les yeux de son cahier. « Pourquoi ?»« Parce qu'ils l'ont trouvée spéciale, la façon dont on s'est aidé. » Laura réfléchit un instant, mâchouillant le bout de son crayon. Mamie disait toujours que quand on reçoit une bénédiction, il faut la partager. Sinon, elle arrête de grandir. Tu penses qu'on devrait la partager? Je pense. Mais pas seulement l'histoire. On pourrait aider pour de vrai, comme Mamie aidait les voisins quand ils étaient malades. Robert s'assit à côté d'elle. À quoi tu penses? Laura laissa tomber son crayon, excitée. On pourrait créer un endroit où les enfants qui ont faim comme moi pourraient manger correctement, et où les gens malades comme toi pourraient en parler, ne pas rester seuls. Robert sentit une étincelle d'inspiration. Un institut? C'est ça, l'Institut Mamie Marianne. Marianne était le nom de sa grand-mère. Robert n'avait jamais connu cette femme, mais il avait l'impression de la connaître à travers les histoires et les enseignements que Laura partageait. Il était juste de lui rendre hommage. Alors, faisons-le. Créons l'Institut Marianne. Les mois suivants, Robert se plongea dans le projet avec la même intensité qu'il avait mise à construire son empire. Mais cette fois, il n'était pas mu par l'ambition ou l'accumulation. Il était mu par un but. Il acheta un terrain dans le 11e arrondissement et engagea des architectes pour concevoir un espace accueillant. Il ne voulait pas que cela ressemble à un hôpital ou à une institution froide. Il voulait que ce soit un foyer, un lieu d'espoir. Laura participa à toutes les décisions. Elle choisit les couleurs des murs, suggéra des aires de jeu et dessina même un jardin où les enfants pourraient jouer. Robert engagea des nutritionnistes, des psychologues, des assistants sociaux. Il installa une cuisine industrielle pour préparer des repas nutritifs. Il créa des salles de soutien où les patients atteints de maladies graves et leurs familles pourraient trouver un soutien émotionnel. Le docteur Lefebvre accepta de faire partie du conseil médical de l'Institut, impressionné par la vision de Robert. Dr Lambert se joignit également, coordonnant le programme de soutien psychologique. Lors de l'inauguration, 6 mois plus tard, des centaines de personnes étaient présentes. Des autorités, la presse, de futurs bénéficiaires, d'anciens patients qui avaient été inspirés par l'histoire de Robert. Mais le moment le plus émouvant fut lorsque Laura monta sur scène pour parler. Elle était nerveuse, serrant le micro à 2 mains, mais sa voix sortit claire. « Bonjour. Je m'appelle Laura Marie Martin. Il y a 1 an et demi, j'étais dans la rue, j'avais faim, j'étais seule. Personne ne me regardait. C'était comme si j'étais invisible. Mais un jour, un homme m'a vu. Il ne m'a pas seulement vu. Il a vu qui j'étais à l'intérieur. » Elle regarda Robert, qui était assis au premier rang, les larmes aux yeux. Cet homme était malade. Les médecins avaient dit qu'il allait bientôt partir. Mais je lui ai appris ce que ma mamie m'avait appris, que l'amour guérit, et il a guéri.
Puis je suis tombé malade et il s'est occupé de moi, et j'ai guéri aussi. Laura prit une profonde inspiration. Cet institut est là pour que d'autres personnes apprennent ce que nous avons appris, que personne n'a besoin d'être seul, que la bonne nourriture nourrit le corps, mais que l'amour nourrit l'âme, et que lorsque l'âme est nourrie, le corps aussi peut mieux se battre. Le public se leva pour l'applaudir. Robert monta sur scène et serra Laura dans ses bras, et à ce moment, les flashs des photographes capturèrent l'image qui deviendrait le symbole de l'Institut. Un père et sa fille, enlacés, souriants, vivants. L'Institut Marianne ouvrit ses portes la semaine suivante. Le premier jour, 20 enfants en situation de vulnérabilité reçurent des repas complets et un suivi nutritionnel. 10 familles de patients en oncologie participèrent à des groupes de soutien. Robert visitait l'Institut tous les jours. Il parlait avec les enfants, écoutait leurs histoires, s'assurait que chacun se sente vu. Laura l'accompagnait le week-end, jouant avec les plus petits, enseignant le rituel de la lumière dorée à ceux qui voulaient apprendre. Un jour, une fillette de 7 ans s'approcha de Laura. Elle était squelettique, les cheveux fins et cassants, les yeux grands et effrayés. « Tu as déjà eu faim ?» demanda la fillette. « Oui, très faim. Et maintenant, tu n'as plus faim ?» Laura s'agenouilla pour être à la hauteur de la fillette. « Non, parce que j'ai trouvé une famille, et toi aussi, tu en trouveras une. Peut-être pas de sang, mais tu en trouveras une. » La fillette regarda autour d'elle, les tables pleines de nourriture, les bénévoles souriants, Robert qui observait à distance. « C'est bien ici. C'est sûr ici, » corrigea Laura. « Et quand tu te sens en sécurité, tu peux grandir, tu peux rêver. » Au fur et à mesure que l'Institut grandissait, l'histoire de Robert et Laura continuait d'inspirer. Des documentaires furent réalisés, des livres furent écrits, mais pour eux, le plus important étaient les vies individuelles qu'ils touchaient. Il y eut le garçon de 9 ans qui arriva dénutri et repartit 6 mois plus tard en bonne santé, plein de rêves de devenir chef cuisinier. La mère qui perdit la peur d'affronter son traitement après avoir participé au groupe de soutien. Le père qui apprit à parler de ses émotions avec ses enfants. Chaque histoire était une brique construisant un héritage bien plus grand que n'importe quel immeuble que Robert avait jamais érigé. 2 ans après l'inauguration, un soir ordinaire, Robert et Laura étaient sur le canapé de l'appartement. Elle grandissait vite, déjà 10 ans, plus grande, plus confiante. Mais ils gardaient toujours leur rituel nocturne. « Papa, quel est ton trésor d'aujourd'hui ?» demanda Laura. Robert réfléchit. « Aujourd'hui, j'ai reçu la nouvelle que mes examens sont toujours bons. 2 ans de rémission complète. » Laura sourit. « C'est un grand trésor. » « Et le tien ?» Laura se blottit contre lui. « Mon trésor, c'est qu'il y a 2 ans, tu m'as trouvé. Et depuis, chaque jour a été un trésor. » Robert la serra dans ses bras, ressentant une profonde gratitude. « Tu sais ce qui est drôle ? J'ai passé 50 ans à construire des choses en béton. Des immeubles, des centres commerciaux, des monuments. Je pensais que c'était mon héritage. Mais rien de tout ça n'a autant d'importance que toi. Tes immeubles sont sympas, plaisanta Laura, mais je pense aussi que je suis mieux. » Ils rirent ensemble et le son résonna dans la maison qui n'était plus vide. Pour le 5e anniversaire de l'Institut Marianne, ils organisèrent une grande célébration. Des centaines d'enfants qui avaient été aidés revinrent pour fêter. Des familles partagèrent des témoignages sur la façon dont le soutien émotionnel avait fait la différence dans leur traitement. Laura, maintenant âgée de 13 ans, fit à nouveau un discours. Elle était plus grande, plus mature, mais ses yeux avaient toujours cette lumière spéciale. Quand j'étais petite, je pensais qu'un miracle était quelque chose qui tombait du ciel, comme de la magie. Mais j'ai appris qu'un miracle, c'est quand on choisit de croire que les choses peuvent s'améliorer, même quand tout semble impossible. Un miracle, c'est quand on tend la main à quelqu'un, même en étant faible. Un miracle, c'est quand on choisit l'amour plutôt que la peur. Elle regarda Robert. « Mon père m'a appris ça, pas avec des mots, avec des actes. Chaque jour, il choisit d'être présent, d'être aimant, d'être une famille. Et ça a changé ma vie. Cet institut existe pour que plus de gens fassent ce choix,
pour que plus de miracles se produisent. Ce soir-là, de retour à la maison, Robert conduisait en silence. Laura le remarqua. « Tu es pensif ? Je pense à la façon dont ma vie a failli se terminer il y a 5 ans, et à la façon dont, au lieu de ça, elle a vraiment commencé. À cause de moi ? À cause de nous, parce qu'on a choisi de ne pas abandonner. Ni nous-mêmes, ni l'un l'autre. » Laura lui prit la main. « Mamie avait raison sur tout. L'amour guérit vraiment. » « Oui, » acquiesça Robert. « Et il ne s'agit pas seulement de guérir les maladies, il s'agit de guérir la solitude, la peur, le désespoir. Il s'agit de se rappeler que nous sommes humains et que les humains ont besoin de liens. » Quand ils arrivèrent à la maison, ils firent le rituel comme toujours, mais cette fois, en visualisant la lumière dorée, Robert l'imagina se répandre, sortant d'eux, atteignant chaque enfant de l'institut, chaque famille en traitement, chaque personne, seule cherchant un lien. Laura ouvrit les yeux et sourit, comme si elle avait vu la même chose. « Ça grandit, » dit-elle. « Quoi ? » ?»« La lumière, notre amour. Il grandit et touche plus de gens. C'est comme ça que ça marche. Plus on en donne, plus il augmente. » Robert l'attira dans ses bras. « Comment ai-je eu la chance de te trouver ?»« Ce n'était pas de la chance, » répondit Laura. « C'était l'univers qui recollait les morceaux cassés. Tu te souviens ? » ?»« Je me souviens. Et regarde comme nous. Sommes devenus entiers. » Ils restèrent enlacés, père et fille, 2 survivants qui avaient trouvé non seulement le salut l'un en l'autre, mais un but. Ils avaient prouvé que la famille n'est pas définie par le sang, mais par un choix quotidien, que la richesse sans amour est pauvreté, et que l'amour avec dévouement est la plus grande des fortunes. Et tandis que la ville brillait au dehors, à l'intérieur de cette maison qui n'était plus vide, 2 cœurs battaient à l'unisson. Unis par un voyage impossible qui avait commencé dans le désespoir et s'était épanoui dans l'espoir. Parce qu'à la fin, comme la grand-mère de Laura l'avait toujours su, l'amour guérit vraiment. Pas seulement le corps, mais l'âme. Et quand 2 âmes se guérissent ensemble, elles créent des vagues qui atteignent le monde entier. Fin de l'histoire. Si le voyage de Robert et Laura a touché votre cœur, sachez que nous avons beaucoup d'autres histoires inspirantes qui célèbrent le pouvoir de l'amour, de la famille et de la résilience humaine. Des histoires qui nous rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer et que les liens les plus profonds naissent souvent dans les moments les plus inattendus. Si vous croyez au pouvoir transformateur de l'amour et que vous souhaitez continuer à explorer des récits qui réchauffent l'âme et renouvellent l'espoir, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like pour que plus de personnes puissent trouver ces messages de lumière et dites-nous dans les commentaires quelle partie de cette histoire vous a le plus marqué. Votre histoire de dépassement est également importante et nous voulons l'entendre. Ensemble, continuons à répandre l'amour et l'inspiration. À la prochaine aventure.